Ensuite, pour comprendre, pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'on est devenu aussi bête? Comment se fait-il que des gens aussi médiocres, aussi vils, aussi minables nous dirigent? Comment se fait-il qu'ils mentent, qu'ils n'arrêtent pas de mentir et que ça continue de mentir encore et encore et encore, effrontément, et que les peuples ne réagissent pas? Comment se fait-il qu'il y a Nabila sur les anges bidules télé-réalité? Comment se fait-il qu'on en est arrivé là? C'est un constat, vous savez, on va se moquer de nous dans le futur. Hein. Il y a des gens qui vont parler de nous, ils vont se moquer de nous, c'est honteux. Il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, c'est une question essentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une technique, une stratégie qu'on appelle la subversion. Qu'est-ce que la subversion? La subversion, c'est une technique qui va être utilisée pour affaiblir l'ennemi avant de le détruire. Pourquoi? Parce que le type en face, il ne va pas vous laisser le détruire. Donc, il va se défendre. Des fois, peut-être, ils sont plus nombreux, plus costauds. Donc, on va les affaiblir. Comme ça, moi, j'essuierai le moins de pertes possible. La guerre va me coûter le moins cher possible. Ça a été théorisé et mis en application par Sun Tzu dans l'art de la guerre. Un bouquin que tout le monde a lu dans toutes les académies militaires. Tout le monde connaît par cœur. Sauf qu'à l'époque, Sun Tzu, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire par là que quand un roi faisait une guerre, il ne fallait pas qu'il se ruine, ou il ne fallait pas qu'il y ait trop de morts. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait le moins de morts possible. Donc, il créait de la subversion, il trompait l'ennemi, etc. Et toutes les techniques possibles et imaginables pour rentrer le plus vite possible avant l'arrivée de l'hiver, parce que tenir un siège en plein hiver, c'est une catastrophe. Hein. Ça dure longtemps selon la zone dans laquelle vous êtes, et ça va coûter très cher, et c'est pas bon pour les affaires, etc. Bon. C'est assez matérialiste comme réflexion, mais il parlait aussi de prévenir le minimum, enfin, faire le moins de morts possible. Pourquoi? Parce que derrière, quand il rentre dans la citadelle, il reprend le pouvoir et la vie continue. Là, non. Là, non. Là, on est dans un autre schéma tactique totalement différent, puisque c'est un schéma de destruction, de chaos. C'est un schéma de mort. C'est armageddonesque. C'est le meurtre, mais en quantité industrielle. Vous voyez, on nous bassine avec le 11 septembre et ses 2900 morts, mais l'industrie, le terrorisme pharmacochimique, il a fait des centaines de milliers de morts, des millions de morts. La cigarette, le Golden Holocaust, il y a un bouquin qui vient de sortir aux États-Unis, ça s'appelle le Golden Holocaust. On parle d'un milliard de morts. De quoi parle-t-on à un moment donné? Donc on est dans une politique de dépopulation, de meurtre et on va dire, de mal, de malin, le mal, de démoniaque, satanique. Et quelqu'un a fait un travail exceptionnel, vous le trouvez aussi ça sur Internet, c'est une capture d'écran. En face de lui, il y a David Ray Griffin, c'est un journaliste américain, donc il travaillait sur la question de la subversion, il a écrit des livres, fait des conférences sur tout le territoire américain. C'est un transfuge du KGB aux États-Unis qui s'appelle Yuri Bezmenov, qui a changé son nom, David Schuman, Thomas D. Schuman, et qui nous expliquait toutes les techniques et les stratégies de subversion des Russes envers l'Amérique. Sauf que, où il se trompe, c'est que l'inverse aussi existe. C'est là où le pauvre, il a raté un épisode. C'est que les États-Unis ont fait exactement la même chose avec l'Europe, par exemple, au sortir de la guerre. La CIA et son infiltration des milieux culturels, avec Raymond Aron, etc., qui faisait la promotion des idées américaines. Voilà. Donc c'est exactement la même chose qui se faisait dans les deux sens. D'ailleurs, il n'y avait pas de Russie et d'Amérique. C'est les deux faces de la même pièce. Mais il parle très très bien des étapes de la subversion, avec comment on infiltre, etc., la démoralisation. Après, c'est enfin, il y a des moments où on peut revenir en arrière, des moments où c'est trop tard. Après, c'est la guerre, etc., etc. C'est très très intéressant. Dans mon livre, j'ai défini 6 grands axes. 6 grands axes, il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus importants, les grands axes de la subversion. Alors, d'abord, les médias. Les médias, on l'a vu, on en a déjà parlé, c'est clair. Hein. C'est la doxa dominante. Ils vont parler de leurs affaires. Ils vont dire ce qu'ils doivent... moi, j'ai discuté avec des gens qui, je croyais entendre Pujadas. Non, mais sincèrement, hein, c'est effrayant.
le type n'a plus aucune capacité de réflexion propre. Il répète ce qu'on lui raconte. Quelque part, il a un petit peu raison, puisque ça passe à la télé, Pujadas, les médias, la police, la justice, tout le monde regarde. Si c'était faux, ça se saurait. C'est le premier argument qu'on nous assène. Mais malheureusement, ça ne marche plus comme ça, dans une société décadente. Le pacte immoral, c'est quoi? Le deuxième pilier, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, vous savez que vous allez tous passer par l'éducation nationale, même si vous sortez assez tôt, à 15-16 ans de l'école, mais tout le monde va passer, tout le peuple va passer. Et le pacte immoral, c'est un livre hallucinant sur les dérives de l'enseignement national. C'est monstrueux. Par exemple, le système, bon, la lecture, vous savez, l'apprentissage avec le syllabique et global, etc. Mais surtout, j'ai découvert un truc effarant, c'est l'autodictée. Il ne faut plus faire de dictée aux enfants, c'est trop violent. Ça les traumatise, après ils font des cauchemars. Vous voyez, avant il y avait le croque-mitaine qui était sous le lit ou dans le placard, maintenant c'est la dictée. Donc il faut faire une autodictée. Donc c'est le type de minot qui se dicte à lui-même et il écrit ce qu'il veut. Il y a des profs aujourd'hui en France, attention, hein, si vous faites une dictée, quand on vous attrape en train de faire une dictée, c'est fini pour les promotions. Hein. Le rapport, les notes de votre dossier, etc. Et vous savez comment ils fonctionnent, ces abrutis? Ils commencent tous très très loin de chez eux. Donc si vous voulez vous rapprocher après de chez vous, il faut avoir un bon dossier, etc. Donc c'est du chantage. Il y a des profs aujourd'hui en France qui font des dictées à l'ancienne sur feuilles volantes pour ne pas laisser de preuves. On dirait des dealers. Tu m'as eu ta dictée, tiens. En France, aujourd'hui, en 2012. Ça fait mal au crâne. Ça fait mal au crâne. L'éducation nationale qui porte très mal son nom, hein, mais plutôt qu'elle porte bien son nom, vu son histoire française maçonnique. Jules Ferry, qui était un franc-maçon, initié à 40 ans, 42 ans, et qui disait que l'éducation nationale servait à expurger, à extraire Dieu du cœur des gens. C'était ça le but. Comme le disait Piero San Giorgio dernièrement, et c'est vrai que c'est une réflexion très intéressante, l'éducation nationale, ce n'est pas à elle d'éduquer, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. C'est l'instruction qu'elle doit faire. Sa mission, c'est une mission d'instruction. Elle doit vous apprendre à compter, à écrire, à lire. Elle ne doit pas vous éduquer. Jamais de la vie. Qu'est-ce que c'est ces histoires? D'ailleurs, on rentre à 5 ans à l'école, on est déjà éduqué. On dit merci, on dit pardon, d'accord? Souvent, on sait compter déjà, on sait faire les lettres parce que le papa et maman se sont occupés du petit ou de la petite. Donc, le terme éducation nationale est impropre. Il est extrêmement violent. Et d'ailleurs, ils vont faire de l'éducation, concrètement, à l'école. Puisqu'on va leur parler de sexualité, on va leur parler de religion, on va leur expliquer certaines choses. Avec des mots discréditants, en faisant croire que les religions, c'est des trucs bidons, anciens, etc. Ils vont fabriquer des légions d'athées. Au niveau de la sexualité, à 12 ans, vous les avez vus avec Najat Vallaud-Belkacem, cet ectoplasme franc-maçon, bras droit de Gérard Collomb, maire de Lyon, franc-maçon, qui fait la promotion du mariage gay à l'école à des collégiens de 10-12 ans. C'est quand même hallucinant. C'est grave. Elle n'a-t-elle rien d'autre à faire? D'autres priorités dans ce pays? C'est de la propagande. C'est vraiment, c'est hitlérien, quoi. C'est stalinien. C'est la propagande dont on se moque par rapport à la Seconde Guerre mondiale. On fait la même chose. Et on rigole. Donc voilà l'éducation nationale. Bon, après, vous avez les politiques. Vous avez quelque chose de très important, c'est l'École nationale d'administration, qui en verlan, à l'envers, veut dire Anne. Et ben, c'est une école qui va former les élites politiques de demain. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Mais ils vont former les équipes politiques de demain, les élites politiques, et il suffit de mettre juste 3-4 techniques pour créer une très mauvaise ambiance. Déjà, pour créer une mauvaise ambiance, vous mettez des concours très violents, très durs, où les gens, ils vont pour les absents, ils vont leur donner des faux cours pour les tromper. C'est ce qui se passe en médecine, en PCEM1. Franchement, c'est abject. Hein. On n'est plus dans le...
C'est, voilà, dès le départ, c'est pipé. Ils vont sélectionner les pires. Les pires. Les autres, ils vont être dégoûtés. Ça, c'est le propre. C'est une phrase de Mirabeau, qui était un franc-maçon. Je crois que c'est la seule phrase maçonnique intéressante. C'est-à-dire, les gens de bien sont faibles et timides. Il n'y a que les vauriens qui soient déterminés. C'est-à-dire que les gens de bien, ils vont voir tout ce truc, ils disent, c'est pas possible, c'est des chiens tous. Et ils vont partir, ils vont changer de carrière. Et il n'y a que les vauriens qui vont être déterminés à continuer et qui vont être après sur les plateaux de Calvi, de Pujadas et compagnie. Et ça, c'est pratiquement tout le temps. Ça se passe tout le temps comme ça. Et après, c'est pas compliqué. Vous avez une élite de dépravés. Une élite de gens qui n'ont ni foi, ni loi, ni rien. Parce qu'on les a formés dès le départ comme ça. Sachant que toute leur enfance, ça a été le matérialisme. Donc voilà, c'est la quête de maman. Hein. C'est tous des petits soldats de maman. Destruction de la famille, quatrième pilier. Destruction de la famille. Alors ça, c'est la théorie du gender. Vous remarquez ici, on ne passe pas du bleu au rose, mais il y a plein de trucs au milieu, là. C'est les transgenres. C'est du grand n'importe quoi. On vient vous expliquer aujourd'hui que c'est une négation de la biologie. C'est extrêmement violent. Moi, j'ai toujours été impressionné par cette contradiction dans une société scientiste, positiviste, dans laquelle la science est devenue religion. Et bien là, il y a des gens qui viennent à la télé, soi-disant, ils ont des docteurs honoris causa, l'autre abruti là, de Palo Alto, je ne sais plus comment elle s'appelle, Judith Butler, une lesbienne hystérique aux origines franquistes. Bon bref, elle vient nous expliquer, docteur honoris causa à Bordeaux, donc ça fait bien, ça fait classe, ça fait chic. Elle vient nous expliquer que la femelle avec mammifère, mamelle, ovaire, le mâle, poil, testostérone, testicule, verge, c'est pareil. Ok, qu'est-ce que vous voulez parler avec des gens comme ça? Il n'y a rien à dire. Il faut gifler. Je rigole pas, je ne plaisante pas. Il y a Kluskar, il y a une vidéo qui est passée sur le site de EER, exceptionnelle, Kluskar avec Attali. Kluskar qui dit à Attali, mais je ne peux pas vous parler, c'est pas possible. Attali, non pas Attali. Non, c'était le publicitaire. Seguela, avec Seguela. Bon, ils ont tous la même tête de toute façon. Seguela, la même tête de con, et il était là en train de faire la promotion de la pub, etc. Et l'autre, il dit, mais je ne peux pas vous parler, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt de vous parler, je ne peux pas vous parler. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre, il y a 2 tranchées, il faut que il meure. Il n'y a pas de place pour 2 sur Terre. Parce que c'est trop différent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas discuter. Si on continue, si on accepte de discuter, il a gagné. On lui a donné une légitimité. C'est-à-dire, il a le droit, il parle, oui. Il a le droit de défendre son point de vue comme n'importe quel autre point de vue. Non! Ce n'est pas un point de vue, t'es un imbécile. Je ne parle pas aux imbéciles. Voilà, et la question, elle est réglée en fait. Non, on en parle, on en discute. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le divorce. On a facilité le divorce. C'est devenu, comme je le dis souvent, bientôt ça va être un timbre fiscal, hein, le divorce. Vous allez au tabac, vous prenez un timbre fiscal, et tiens, c'est bon, on a divorcé. C'est fini, c'est réglé. Bon, tu prends la vaisselle, je prends les fourchettes. Ça va se faire comme ça, sur une feuille blanche. Hein. Avant, c'était la justice, maintenant ça veut se faire chez le notaire. Demain, ça va être au truc, au bar tabac. Il y a plusieurs techniques comme ça. On a remonté, et ça c'est typique de la rébellion luciférienne, du début, de la chute de Lucifer. C'est typique, c'est la rébellion des enfants contre leurs parents. Ça c'est hallucinant, et c'est typiquement occidental, hein. Ça vient d'Occident ça. Comment on a mis dans la tête des enfants de se rebeller contre leurs parents? Alors que le type qui est là avec la femme qui sont là, les 2 qui sont là, c'est les 2 personnes qui sont prêtes à mourir pour lui. Il prend le parti de l'ennemi contre ses propres parents. C'est complètement fou, c'est délirant. Ça n'a aucun sens. Et bien, ils ont réussi à le faire grâce à la télévision, grâce aux médias, grâce à l'école, etc. 5e point, Panem et Circenses, c'est la reine romaine, hein, c'est le pain et le cirque. Alors, c'est Nabila, c'est Ayem,
Là, vous remarquerez, je suppose que tout le monde a remarqué qu'il y a une accélération énorme envers les Maghrébins des médias. Il y a énormément de prostituées maghrébines et de mecs maghrébins aujourd'hui dans les téléréalités, etc. Les Sofiane, les Ayane, les Nabila, il y a énormément. Avant, ils n'avaient pas accès, ça les sauvait, ils n'avaient pas accès aux médias. C'était tant mieux, d'ailleurs, ça a retardé la chute. Là, maintenant, on a une accélération phénoménale. Et en plus, c'est vraiment des sacs poubelles. Hein. C'est des sacs poubelles. C'est d'une laideur, d'une imbécilité, d'une... j'ai vu des trucs parce que à chaque fois... j'aime pas parler de choses que j'ignore, mais donc je suis allé voir quelques vidéos. C'est effarant, hein, c'est effarant. Ça fait mal au crâne. Le fait que ça existe, ça fait mal à la tête. Donc c'est le jeu, la légalisation du jeu sur Internet. Ça, on le sait, c'était interdit. On sait que il va y avoir une épidémie, une pandémie de ludopathes, des familles ruinées, des divorces, des drames familiaux, des suicides. Vous allez en compter. Bon, par contre, ça va être, vous savez, en bas de la page, fait divers. Bon, et encore. Ça va être dans la page des trucs, là, des annonces de, comment on appelle ça, des morts. Personne ne va aller chercher pourquoi il s'est suicidé, le gars, pourquoi il a claqué les 10 000 € du foyer, d'économie du foyer, plus 50 000 € de dette chez CTLM, hein, à 21% de taux d'intérêt. Hein. Bon, c'est déjà arrivé, j'en parle parce que c'est déjà arrivé, je connais des gens à qui c'est arrivé. L'alcoolisation, vous connaissez cette maladie aujourd'hui. Alors, c'est pas la bière, hein, c'est le whisky maintenant. Maintenant, c'est le whisky. Maintenant, bientôt, ça va être l'essence directe. Vous avez vu là, le film des Spring Breakers. Spring Breakers, ils ont chopé 4 mind control des États-Unis, les petites merdeuses qui, comme par hasard, elles commencent toutes chez Walt Disney, franc-maçon du 33e degré, etc. Bon, bref, il y en a beaucoup qui ont commencé chez Walt Disney, Britney Spears, Timberlake, etc. Faudrait fouiller là-dedans. Bref, donc les Spring Breakers, c'est quoi? C'est 15 jours de vacances d'été, alcoolisés, orgie générale. Voilà, c'est ça le projet. Et c'est en train d'être importé en France, notamment à Lloret del Mar, en Espagne, où il y a plein de Français, des petits jeunes de 20 ans, qui partent et qui reviennent dans des cercueils, notamment à cause d'une mode qui s'appelle le balconing. Donc il y a plein d'hôtels, les uns près des autres, des bâtiments. Le type, il a bien bu, il se prend pour un Superman. Ils essaient pour impressionner la fille qui est dans le balcon d'en face, ils essayent de sauter, ils se prennent le sol. Donc il y a des meurtres dans la rue, ils sont pris des coups de couteau, l'alcool, enfin c'est hallucinant la dérive actuelle de la société, de la jeunesse. C'est le cirque, le jeu et le cirque, l'amusement intégral, le sport. Voilà, l'OM, PSG, bidule, toutes ces cochonneries. La Formule 1, on crée maintenant, on veut faire le foot pour les femmes, parce que bon, il y avait quand même 50% de la population qui n'était pas décérébrée. Maintenant, ben, il faut les toucher. C'est un marché. Voilà. Et in fine, le 6e pilier, c'est le summum du summum. C'est le barbu, c'est le terroriste intégriste, c'est celui qui est censé tous nous tuer. C'est-à-dire, lui, quand il dort, il se dit, bon, j'espère que demain, je vais encore en tuer 3 ou 4. Voilà, c'est sa mission. Dans sa vie, il pense faire ça. Tuer. Mais attention, tuer du blanc, tuer du maghrébin, tuer du noir, tuer tout, il tue, rien qui tue. Hein, il tue des enfants. C'est un islamiste intégriste, mais il tue des enfants de 3 ans. C'est écrit dans le Coran aussi, ça. Ben, pas de problème. Par contre, c'est curieux. Ça, c'est les médias. Après, nous avons un type intelligent qui s'appelle François Asselineau, qui fait une conférence. Il a lu le rapport de la police Interpol, de trucs européens, sur les attentats terroristes. Alors, il y a plein de types d'attentats. Les attentats indépendantistes, il y a plein de trucs. D'attentats mafieux, il y a plein de trucs. Attentats islamistes, 0. Il n'y en a pas. Et quand il y en a, eh bien, c'est pas ça que... C'est pas vrai. Alors, je suis à Toulouse, on ne peut pas ne pas parler de l'affaire Mera. Alors, l'affaire Mera, c'est comme le 11 septembre.
L'affaire Mera, moi je pourrais parler de ça pendant des heures. J'en ai parlé, c'était les élections législatives. J'avais fait un papier là-dessus. Vernochet avait intervenu par téléphone, ainsi qu'Alain Soral. Ils étaient intervenus donc dans la conférence que je faisais donc, dans mon local de campagne. Et j'avais relevé, je me rappelle, 19 points de contradiction. Aujourd'hui, il y en a plus. Bon, parmi les 19 points, on le voit que le type, c'est pas un foudre de guerre. Hein. On peut estimer qu'il ait un vocabulaire de 300 mots. Ça se voit, hein, on les connaît, ces petits jeunes. Il est jeune, c'est pas un futé. Voilà, il n'a pas fait l'école des mines, il n'a pas fait... Bon, c'est pas grave. Bon, le type, il est parti en Israël. C'est pas possible. C'est pas possible, puisqu'il avait une fiche S auprès de la DCRI. C'est impossible. Le type, il s'est auto-radicalisé en prison, en lisant le Coran. C'est pas possible. Il faut avoir un gros cerveau pour pouvoir lire le Coran. Il faut au moins lire l'arabe, ou au moins avoir un beau vocabulaire de français. C'est pas possible pour lui. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Encore une fois, une tentative de suicide, très islamique. C'est parfait, direct paradis. Direct paradis, direct. C'est un aller simple, il va direct au paradis, dans les strates les plus supérieures, le Firdaus, on appelle ça. Ah oui, c'est un grand guerrier, le suicide. Voilà, c'est magnifique. Après, on nous explique, il y a 2 versions de sa mort, c'est magique. Alors, il y a Guéant qui dit qu'il est mort au pied de l'immeuble, il a sauté, vous savez, comme Matrix, là, au ralenti, il a tiré, comme ça. Et il y a Amaury Dodclock, le patron du GIGN, là, ou du RAID plutôt, il a dit qu'il était mort à ses pieds. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord, les 2 zozos, là. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord, parce qu'il y a une sacrée différence. Pour ça, un procès, il s'écroule, hein. Rien que pour ça. L'avocat de Mera, s'il était vivant, il vient, on lui demande, il dit, bon, il est mort où, là? J'ai cette version-là et cette version-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que foutait Claude Guéant sur place? Qu'est-ce que foutait Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, sur place? C'est un truc dingue. Qu'est-ce que foutait Juppé le lendemain de l'assassinat d'Ozar Torah à Tel Aviv? Pourquoi il y est allé? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est sa place? Encore, il y a plein d'autres questions. Le scooter, c'est pas le même. Bref, il y a plein d'autres questions. Mais il y a une question qui est essentielle. J'en ai discuté avec quelqu'un de très intéressant sur Paris le week-end dernier, puisque j'étais en conférence à Paris avec Marion Sigaud et notre ami Joe, ici présent, le Corbeau. Et d'ailleurs, c'était très bien passé. J'ai discuté avec un type le lendemain, quelqu'un de très intéressant, qui m'expliquait un truc. C'est vrai, on n'y pense pas. Il y a eu un attentat terroriste, il y a eu des morts, obligatoirement, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, c'est les règles en France, à moins que les règles ne soient pas les mêmes pour tous. Attention, il faut faire une autopsie. Une autopsie, qu'est-ce que c'est? Une autopsie, c'est un type qui vient, il découpe tout, après, ils remettent tout en place, mais il mesure tout, la balistique, etc., c'est des spécialistes de médecine légale, c'est leur métier. Il faut un rapport. Ce rapport, il fait partie du dossier. Je suis l'avocat de Mera vivant. Messieurs, qu'est-ce que vous reprochez à mon client? Il a tué 3 enfants. Ok. Où sont les rapports d'autopsie? Il n'y en a pas. Je demande la relaxe. Point. C'est fini. Le procès s'arrête là. S'il n'a pas tué les 3 enfants et le père, il n'a pas tué les autres non plus. Vous faites fausse route, vous êtes des clowns. Pourquoi vous avez... Mais ça n'a aucun sens. D'ailleurs, l'avocat, il ne cherchera pas à comprendre. Relax, au revoir messieurs. Je rentre chez moi, j'ai gagné mon procès, c'est terminé. On ne discute pas de ça. Parce que ça, c'est applicable sur 65 millions d'habitants. Ça vous arrive demain, c'est le protocole qui sera appliqué. Pourquoi là, c'est pas applicable? Pourquoi le patron du CRIF, Prasquier, va demander à Albert Chenouf de retirer sa plainte contre le patron de la DCRI, Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI? Pourquoi le patron du CRIF, qui devrait avoir la rage contre le patron de la DCRI, qui a échoué à détecter un Mera, il devrait avoir la rage. Il voudrait faire sauter des têtes. Non, il le défend. Expliquez-moi le schmilblick. Donc, non,
Ce n'est pas un attentat islamiste, ce n'est pas un attentat terroriste, si c'est un attentat terroriste pour terroriser les Français contre une pseudo-menace islamiste. C'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux. C'est un petit jeune qui a été manipulé, il y en a encore plein sur le territoire, que la DCRI sortent de leur chapeau magique, et il y en aura d'autres en France, je vous le signale, parce que c'est leur projet, c'est le propos de la lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini, patron des Carbonari, Albert Pike, patron de la franc-maçonnerie mondiale à Charleston à l'époque, du 15 août 1871. Alors certains nous disent c'est un faux. Eh bien c'est un faux qui a la fâcheuse tendance à s'appliquer, à se matérialiser dans le quotidien. Donc les faux, comme ça, moi j'en veux encore. Donc après ça, bon, vous savez qu'avec ça, votre vie change, hein. Le quotidien change. Le quotidien change, hein. Vous ne prenez pas l'avion comme ça. Il y a des militaires dans la rue, ce qui est très grave. Dans un état de droit démocratique, c'est grave, des militaires dans la rue. On écoute tout le monde. On fait peur à tout le monde. Dès que quelqu'un parle, on dit que tu es pro-intégriste, terroriste, blablabla. C'est un terrorisme intellectuel avant toute chose. Et ça nivelle tout le monde. Voilà. Tous ceux qui veulent critiquer sont dans le camp ennemi, etc., etc. Alors que, curieusement, les barbus, les femmes voilées ont vécu des siècles avec les Occidentaux. Ça n'a jamais créé de problème. Hein. Jamais créé de problème. Jamais, 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 jamais. Et là, du jour au lendemain, on crée un problème. C'est quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis allé, moi, à Istanbul, j'ai vu une mosquée mitoyenne avec une synagogue, mitoyenne avec une église. Mitoyenne. Il n'y a jamais eu de problème pendant des siècles. Et du jour au lendemain, c'est la guerre. Ah bon? Ben non, je ne suis pas d'accord, moi, je ne suis pas en guerre. Je ne connais personne dans mon entourage qui soit en guerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Ben si, il y en a qui ont décidé que c'était le cas. Bref. Donc pour continuer, c'est le chapitre suivant, pour continuer dans cette mascarade sans nom, j'ai fait une petite lettre ouverte à monsieur Zemmour, cette laideur incarnée. Ce monsieur Zemmour qui nous expliquait, d'ailleurs comme son congénère Jean-François Copé avec son histoire des pains au chocolat, en plein mois de Ramadan, en plein mois d'août, donc raquette de pain au chocolat dans la cour d'école quand il n'y a pas école et en plein mois de Ramadan. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Ah oui, non, mais c'est dingue. C'est dingue. Je sais plus qui c'est qui dit, ils vous vendraient du sable au Sahara, quoi. Ils peuvent tout, ils osent tout. Donc Zemmour a écrit un papier comme quoi en prison il y avait beaucoup de Noirs et d'Arabes et que c'était normal qu'il y ait un contrôle aux faciès, etc. Eh bien écoutez, bon, c'est vrai que vous lirez le texte, je lui donne un petit peu raison parce que c'est factuel, il y a beaucoup de Noirs et de Maghrébins, d'Arabes maghrébins en prison, mais sauf qu'il ne dit pas pourquoi, ça c'est primo. Secondo, ces chiffres qu'il annonce sont faux, parce que c'est moins que ce qu'il dit et c'est que dans les grandes villes. Dans les petites villes, il n'y en a pas. Et tertio, je lui dis, bon, mais écoute, s'il y a bien un qui n'a pas le droit de dire ça, c'est toi, mon gars. Parce que toi, ta communauté, elle est violente. Et je lui fais un petit rappel rapide, comme ça, gentil, des plus gros crapuleux de la planète. Mais gros, à l'international. Vous voyez, quand Meyer Lansky veut faire quelque chose, il s'accapare Cuba. Il ne s'accapare pas Marseille, non, Cuba. Quand Madoff veut faire quelque chose, c'est du 60-70 milliards de dollars. Milliards. Milliards, ça fait 70 000 millions d'euros. 70 000 millions d'euros. Parce qu'on a perdu le sens des quantités hein, avec ces gens. Donc je lui fais un petit rappel sur les trafics d'organes, sur les trafics des cachets d'ecstasy, les rabbins, c'est des affaires qui ont été jugées dans les tribunaux, hein, je n'invente rien. Tout est clair. C'est un travail qui est appuyé sur le bouquin excellent de Hervé Rissen, Mafia juive, qui existe comme toutes les mafias, ma foi, c'est tout à fait logique. Lui-même, il vient d'une famille mafieuse. Il a des cousins qui s'appellent les Zemmour avec un seul M, qui étaient les ennemis des Atlants, et c'était le propos du film Le Grand Pardon. Ils se sont tous
entretués, enfin, ça fait une boucherie dans les années 70, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ce cirque? S'il y en a bien un qui n'est pas légitime pour tenir de tels propos, c'est lui. Non, non Zemmour, non, tais-toi. Voilà, donc c'était pas méchant non plus. Ce qui m'énerve dans ce personnage, c'est son aspect ubiquitaire. Il est partout tout le temps. On le fait passer pour un intellectuel alors que c'est une bille totale. C'est pas parce qu'on a lu Chateaubriand et qu'on fait le malin avec son je sais pas qui, moi, son Zola ou son truc, il est là, il fait le littéraire. Non, non, non. Mon Zemmour tient systématiquement au moins 10 ans de retard par rapport à ce qu'on dit. T'es nul, tu tapes pas sur le système, sur le centre du système. Alors il fait le nationaliste, le patriote, pipeau, rien, zéro. Il ne dit rien. Chapitre suivant, on rentre dans le vif du sujet. Franc-maçonnerie, occultisme et pouvoir. Pourquoi? Parce que quand je le dis toujours, vous pouvez parler pendant 4 milliards d'années. Si vous ne mettez pas le doigt sur les coupables, de grâce, taisez-vous, j'ai pas de temps à perdre. Je suis fatigué, le temps est compté, on ne peut pas faire 1 milliard de trucs dans la vie. Vous savez, après il faut manger, il faut dormir, il faut travailler. Voilà, donc si on fait les choses correctement, on cite les coupables. Franc-maçonnerie, occultisme et pouvoir. Franc-maçonnerie, pouvoir, tout le monde aura compris. Occultisme, ça gêne un peu. Dans une société positiviste comme la nôtre, où il y a 60% d'athées, je crois, d'après certains chiffres que j'ai entendus hier chez Tadi. Donc occultisme et pouvoir. Occultisme, c'est sorcellerie. C'est ce qu'ils pratiquent, c'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc la franc-maçonnerie, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, c'est une association de malfaiteurs. C'est une association de gens qui font le mal, qui se disent, qui prétendent être certaines choses, mais qui ne le sont pas. Ils ont à leur actif tous les plus gros scandales des 2 derniers siècles. Les scandales économiques, vous pouvez remonter aux 2, par exemple, hein, j'en parle, au canal de Panama et de Suez. Tous les sociétaires qui ont été volés dans ces affaires de scandales, de ruines, c'était déjà la franc-maçonnerie. La bourse, etc., Rothschild, tout. C'est dingue, l'affaire des fiches. Je cite tout ça dans le livre, ne vous inquiétez pas. Et alors la maçonnerie, on nous explique que c'est une association qui... c'est une thé philosophique. Ça, il y en a dans chaque quartier en France, dans les grandes villes un peu modernes, enfin urbaines. Il y a des cafés philosophiques, il y a des gens qui s'aiment entendre parler, qui viennent nous expliquer, faire un peu de philo, un peu de poésie, tout ça. Bon, pourquoi pas, c'est leur droit, mais sauf que la franc-maçonnerie, non. La franc-maçonnerie, c'est une association donc, de gens qui pratiquent un culte en faisant donc, des rituels dans un temple. Donc c'est une religion. On appelle ça aussi une secte. Ici, vous voyez donc les colonnes de Jacquine et Boaz, droite-gauche, vous avez le pavé mosaïque, la voûte étoilée, bon, il y a tout ce qu'il faut, les tabliers. On reconnaît ici l'impétrant, comment on appelle ça, le néophyte, la nouvelle plante, le nouveau, qui va être illuminé. Donc on lui utilise la technique de la suppression des sens, ce qu'ils utilisent, les Américains, les soldats américains, pour torturer des gens. C'est très 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 efficace pour les impressionner. Ah, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Je puis vous assurer que cet engagement n'a rien d'incompatible avec les autres devoirs d'un homme
et d'un bon citoyen. Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, et que dans cette respectable loge, ce volume est la Bible. Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume? Non, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert, faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les 3 grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie, le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, qui se trouve sur l'autel des serments. Frère expert, mettez également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, en présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et dûment consacrés. Et dûment consacrés. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Ni de les tracer. Ni de les tracer. Écrire. Écrire. Buriner. Buriner. Graver. Graver. Ou sculpter. Ou sculpter. Ou les reproduire autrement. Ou les reproduire autrement. Je jure d'observer. Je jure d'observer. Le principe de l'ordre maçonnique. Le principe de l'ordre maçonnique. De travailler la prospérité de ma respectable loge. De travailler la prospérité de ma respectable loge. D'en suivre régulièrement les travaux. D'en suivre régulièrement les travaux. D'aimer mes frères et sœurs. D'aimer mes frères et mes sœurs. Et de les aider. Et de les aider. Par mes conseils et mes actions. Par mes conseils et mes actions. Je jure solennellement tout cela sans évasion. Je jure tout cela sans évasion. Sans équivoque. Sans équivoque. Ou réserve mentale. Ou réserve mentale. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et d'être jugé. Et d'être jugé. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Moi. Moi. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférerais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Frère expert, faire le maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est pas compliqué. Tous ses collègues, prochains collègues, ils font tous ça. Ça veut dire gorge coupée. Il prête serment et il dit que c'est un homme libre. Il répète ce que le maître lui dit. Hein. Donc, c'est comme vraiment un perroquet, une marionnette. Il répète bêtement, il répète, voilà. Il lui dit, je jure, que de tenir pas en parole, de ne jamais révéler des secrets, de ne jamais révéler le secret, etc. Et après, à la fin, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit autrement, il serait normal, quoi, qu'on m'égorge pour ça, qu'on m'égorge. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'es égorgé, mais tu te rends compte, c'est violent. C'est le truc des barbus, soi-disant. Égorgé. T'es égorgé. T'es fou, ça se dit pas ça. Dans un truc rituel, cultuel, religieux, on n'égorge pas les gens comme ça. Ça, c'est le rite initiatique d'un ndrangheta. C'est une mafia. Tue pas, on te tue.
C'est la loi de l'omerta. Et il le dit physiquement. Il le dit, il va proférer. C'est un pacte avec le diable. Il a pactisé sa main sur un livre, il a pactisé avec des témoins, en étant libre et avec toute sa tête, il a pactisé avec le diable. Je suis avec vous, je jure de vous aider, d'aider mes frères, etc., en cas de besoin, etc. Et si je faillis, qu'on m'égorge. Ce qui est arrivé à Calvi, sous le pont des Blackfriars à Londres, le patron de la banque Ambrosiano, la loge P2, l'assassinat de Jean-Paul Ier, etc., il s'est pris 2 coups de couteau, 2 coups de sabre, avec les pierres dans les poches, etc., toute la symbolique maçonnique. C'est quand même gravissime. Qui ose encore parler de philosophie ou de culte ou de quoi que ce soit? Là, on est dans un satanisme pur, on est dans une secte, on est dans une association, c'est une mafia. La ndrangheta, c'est comme ça qu'ils forment les enfants depuis le plus jeune âge. Donc, bon, j'explique ce qu'est la franc-maçonnerie dans le détail, le culte, le secret, le culte du secret dans la franc-maçonnerie, qui n'est qu'un avatar du secret des faux conversos, des faux maranes, des Sabbatai et des Jacob Frank. C'est ça le vrai secret. C'est un secret beaucoup plus violent à garder puisqu'il doit être gardé sur plusieurs générations. Alors que le secret maçonnique, c'est rien du tout. Et après, j'ai voulu parler donc, dans le chapitre suivant de la spiritualité moderne. On nous explique dans ce monde décadent que Dieu n'existe pas, que la spiritualité, ça ne servait à rien, et que quelque part, d'où va d'où welt, ici et maintenant. Voilà. C'est les propos de Crowley, c'est du satanisme. Hein. Fais ce qu'il te plaît, et ici et maintenant, et ta vie, et ton monde. C'est le chapitre 3 de la Bible satanique de Lavey, répété à plusieurs reprises. C'est une idéologie basique, fondamentale. On va avoir du mal là. Basique, fondamentale, c'est gênant. Du satanisme, voilà. Donc, on fait voilà. J'ai envie de coucher avec tout le monde, je le fais. J'ai envie de voler, j'ai envie de prendre l'argent de l'autre, la voiture de l'autre, je prends son travail, sa femme, c'est tout, absolument tout. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, la spiritualité, donc il n'y a pas de spiritualité, voilà. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a que de la transversalité, en fait. C'est les rapports entre les hommes, on fait ce qu'on veut, on attend de crever, après il n'y a plus rien. Bon. Pourquoi pas, ça se tient, on peut en discuter. Sauf que c'est pas ce que la vie nous apprend. Alors on nous dit que bon, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que je touche. C'est la matière, c'est la solidification, c'est ce qui caractérise le Kali Yuga selon René Guénon. Donc tout ce qui est solide, tout ce qui est carré, cubique, tout ce qui est stable, visible, répétable, reproductible, il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, c'est pipeau. Ok. Sauf que l'être humain, il n'a de cesse d'être appelé vers le haut, toujours, tout le temps. Il n'y a jamais eu autant de suicides que dans les sociétés occidentales. Jamais. Avec une abondance de biens, de plaisir de la chair, plaisir de tout ce que vous voudrez. Les mecs, ils se pendent à 20 ans, 30 ans, ça n'a aucun sens. Ils ont des enfants, ils se pendent, ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas fous, ils sont désespérés. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé juste de prouver que dans nos vies, tout ce qui gère nos vies, tout, absolument tout ce qui nous fait réveiller le matin, j'en parlais tout à l'heure sur l'économie. Qu'est-ce qui gère l'économie? Un sentiment, la confiance. Je vais mettre 2 millions d'euros dans ton truc parce que je te fais confiance et je crois que je vais gagner 500 000 euros en retour dans 3 jours, 6 mois. C'est la confiance. Si maintenant je sais que tu t'appelles Madoff, je ne te les filerai pas. Je ne te fais plus confiance. C'est ça la réalité. Donc le business, le symbole de la matière, qui est le fric, qui est le flux sanguin de maman, eh bien, il se fait par un sentiment qui n'est pas matérialisable, qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas descriptible, et qui est un sentiment souvent qui nous trempe, parce qu'on fait souvent confiance à des voyous, et on ne fait pas confiance à des gens qui pourraient se sacrifier pour nous. Donc il y a quelque chose qui cloche. L'amour, la fraternité, la haine, l'envie, la jalousie, les rêves. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la matière tout ça? Est-ce que c'est de la matière?
Vous aimez votre fils, vous avez un fils, une fille, une gamine, un petit mioche à la maison. Oui, prouvez-le. Je vais prouver-le, quantifiez-le. Et je l'aime, à mourir. Non, ben mourrez tout de suite, vous allez le prouver. Comment on fait? La fraternité, l'amitié, juste l'amitié, ce sentiment, cette chaleur, là, les boules qu'on a ici, quand on est stressé, la chaleur de l'amour dans le cœur. Pourquoi c'est dans le cœur? Pourquoi c'est pas dans la tête? Alors que c'est le cerveau qui gère tout. Pourquoi le symbole de l'amour, c'est le cœur dans toutes les traditions de la planète? Pourquoi c'est pas le cerveau, comme nous le disent ces abrutis de scientifiques, qui n'ont jamais rien compris à rien? Donc j'ai essayé juste de faire un petit truc là-dessus dans ce chapitre. Vous trouverez les détails beaucoup plus intéressants à l'intérieur. Ensuite viendra le dernier chapitre, avant l'épilogue, qui est le chapitre de la chronologie du monde moderne, comment on en est arrivé aujourd'hui, avec les grandes dates les plus importantes, et notamment, ici je ne vais pas tout vous faire parce que ça serait trop lent, cette photo est disponible sur le site internet, vous pourrez l'étudier, elle est dans le livre aussi d'ailleurs, puisque, bah oui, elle est dans le livre, dans les annexes, et ici je voulais vous parler juste de, bon, on parlera tout à l'heure, ça va être plus simple. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, on a parlé de mon livre, on a parlé des grands sujets de mon livre. Je vais confirmer encore plus tout ce que j'ai dit avec l'actualité d'hier et d'avant-hier. C'est tout. C'est pas méchant. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'actu? Alors, oui, avant de commencer, je voulais juste vous dire que communiqué, c'est un petit communiqué que je vais balancer, vous êtes les premiers à le lire. Donc, le docteur Salim Laibi, connu sous le nom de LLP ou le libre penseur, porte à la connaissance du public qu'il comparaîtra devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, métro cité, jeudi 28 mars 2013, accompagné de son avocat maître John Bastardi-Daumont, pour répondre à la plainte déposée par Pierre Bélanger et qui avait conduit à l'époque à la censure de son compte Dailymotion. Il est utile de rappeler que la vidéo incriminée faisait suite à un article de Libération écrit par Fabrice Tassel qui rapportait les turpitudes judiciaires du plaignant, PDG fondateur de Skyrock, Pierre Bélanger. Les personnes souhaitant soutenir le docteur Laibi peuvent s'y rendre à partir de 13h. Donc, Pierre Bélanger a porté plainte contre moi et ça va être jugé dans 15 jours. Et voilà, je vais balancer ça pour ceux qui sont sur Paris, ça ne vous concerne pas, mais bon, ceux qui sont sur Paris qui veulent venir assister, parce que là on va vraiment lui faire on va laver, on va sortir les cadavres des placards pour expliquer à ce monsieur Bélanger qu'il est vraiment, qu'il mérite, voilà, bon bref, on ne va pas en dire plus. Je voulais aussi, avant de commencer, faire un hommage à Hugo Chavez, qui nous a quittés et qui a été... qui a été clairement assassiné, hein, pour moi c'est une évidence. Donc voilà ce qui arrive à ceux qui se battent contre l'Empire. C'est pas rigolo. Et je voulais aussi rendre hommage aussi à Claude Kovassi, c'était l'administrateur du site Mécanopolis, qui est mort aussi d'une façon très curieuse, avec des rapports médicaux et policiers contradictoires. Mais nous leur souhaitons le repos ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce clash qu'il y a eu entre Frédéric Tadei et Patrick Cohen. Patrick Cohen qui nous a expliqué d'une façon, d'une clarté. C'était beau. C'était esthétiquement beau. Donc il nous a expliqué que nous étions des cerveaux malades, donc le goulag, et que Frédéric Tadei, il a fait passer Frédéric Tadei pour quelqu'un d'extrêmement turbulent et qui invitait que des fous. Bon, ce qui est totalement faux, puisque hier, il y avait un pédophile sur son plateau, Gabriel Matzneff. Quand c'est pas Gabriel Matzneff, c'est l'avocat Thierry Lévy. Il y avait vraiment, il y avait un ramassis de dégénérés. Il y avait le club Le Siècle, là, comme il s'appelle, Alain Gérard Slama. Alain Gérard Slama, c'est simple. Si vous ne connaissez pas qui c'est un type, on dirait une vieille dame,
et sa tête, elle fait comme ça. Tic, 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 sa bouche, elle bouge toute seule, ses paupières toutes seules. Vous savez, on dirait un poisson attaché avec des hameçons. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Vous voyez? C'est hallucinant les tics qu'il a. C'est hallucinant que ce type ait le courage de venir à la télé. Quand il ne parle pas, observez-le, Alain Gérard Slama, qui fait partie du club Le Siècle. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas pourquoi il s'exprime, on ne sait pas. On sait juste qu'ils sont là et qu'ils s'expriment et qu'ils détiennent le pouvoir en France. C'est comme ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, et Patrick Cohen qui lui dit bon, ben écoutez, moi je ne suis pas chez Fox, je suis sur le service public, et les gens ils viennent, ils s'expriment. Tant que ce n'est pas illégal, il a le droit de le dire, il le dit. C'est pas chez moi, moi je suis payé par le service public. L'autre, non. Excusez-moi, j'ai un début d'angine là. J'ai du mal là. Donc il disait non, il a répété non 40 ou 50 fois. Ça m'a rappelé le sketch de Dieudonné, dans Mes excuses, quand il lui disait l'autre, non, c'est chez moi. Vous voyez, non. C'est magnifique, c'est une caricature. Ce type, il critique Dieudonné, Alain Soral, etc. D'ailleurs, c'est à mourir de rire, il a même critiqué Marc-Édouard Nab, qui, ces dernières années, fait tout pour ne pas être amalgamé avec nous, mais en fait, il ne sait pas que c'est pas lui qui fait les règles, c'est les autres qui font les règles. Il n'a pas compris. Donc, il se moque de Dieudo, et en fait, il est en train de jouer le rôle d'un des personnages de Dieudo. C'est magnifique, c'est beau. Et tout ça pour nous faire croire donc que Tadi était un grand révolutionnaire, ce qui est totalement faux. Parce que Alain Soral, Dieudonné, ils vont passer quoi? Une fois sur son émission. Thierry Lévy, Slama, ils vont passer 50 fois. Guy Millière, vous avez vu cette laideur? Guy Millière, c'est une horreur. Il y en a, ils ont leur fauteuil, ils sont toujours au même fauteuil. Ils sont chez eux à domicile. Il y a le nom, ils rendent serviette, il y a tout. Et il nous fait croire, c'est-à-dire qu'on est dans un système où on vous donne des miettes et on vous culpabilise pour ces miettes. On va vous faire croire que ces miettes, c'est déjà trop pour vous. Alors que cette émission, elle est sur France 5. Service public, impôt public. Ce type est notre salarié. Il enfreint mais complètement la charte du service public. Il faut la lire. Il n'en a cure. Il n'en a rien à cirer. C'est chez lui. La chutzpah. La chutzpah. Il est là, il dit non. C'est comme ça, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc la preuve du complot. Enfin, du plan. C'est vrai que c'est plus un complot. Là, on le voit à la télé. C'est grossier. Comme le nez au milieu de la figure. Pardon. Donc, je voulais aussi parler de cet étron. Alors, encore une fois, vous voulez la preuve du complot. Vous voulez la preuve que la France marche sur la tête. Vous voulez la preuve qu'il n'y a plus de services secrets dans ce pays. Eh bien, vous avez un Allemand, il n'est même pas français. Je vous mets au défi. Demandez au peuple de France qui est Cohn-Bendit, ils vont vous dire c'est un politicien français. Non. C'est un Allemand, chers amis. Il n'a rien à faire dans ce pays. C'est un pédophile, mais un vrai pédophile. C'est un drogué au shit. Il y a un passage exceptionnel à la télé dans lequel on l'a vu. Et là, journée de la femme, regardez la vulgarité, la grossièreté. Voyez, c'est-à-dire je suis pour la femme, pour l'égalité des sexes, etc. Je mets des talons aiguilles rouges. Intellectuellement, ça tient pas, ça n'a aucun sens. C'est débile. C'est débile. Parce qu'il serait déjà bien qu'il respecte la sexualité des gamins de 2 ans qu'il a surveillés dans des écoles bidules, je ne sais plus où en Allemagne. C'est un pédophile, sa place c'est la prison. Ok? C'est pas. Voilà. Alors on a toujours la même chose, ce type, il vient, il passe à la télé, il donne son avis. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est lui. En fait, si on sait, c'est un agent de subversion, un agitateur, un franquiste. Il est là pour promouvoir. Hier, chez Tadi, Claude Agege a fait la promotion de la libéralisation, de la dépénalisation de la prostitution.
Ils ont une mission. Leur mission, c'est le chaos total. C'est ça la mission du franquisme, c'est ça la mission du sabataïsme. C'est l'idéologie mondiale, le chaos total, la dépravation des mœurs, de la finance, des guerres, de la pollution, etc. etc. Voilà, c'est une très 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 belle image qui démontre l'hypocrisie, c'est le vide sidéral. Il n'y a rien là, il n'y a rien. Il fait quoi? C'est quoi le projet là? C'est quoi? Rien, il n'y a rien. C'est juste la laideur. C'est de la laideur. En fait, c'est juste ça. La promotion de la laideur, c'est une des caractéristiques de ce monde moderne. On a appris dernièrement, fin février, sur Libération, ou Nouvelle Obs, que Colin Powell, la CIA m'a trompé. C'est tout. Donc, on a tué 500 000 Irakiens pour rien. Ouais. Ah, d'accord. C'est bon, on a fini l'interview. Au revoir, monsieur. C'est bon. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de criminel. Il n'y a personne qui doit être jugé. Non. Donc c'était un complot, on vous a trompé. On a trompé la planète entière. Donc ce qu'il y avait dans la truc là, c'était rien, ouais. Donc vous avez menti, ouais. Donc c'est un complot, ouais. Bon, merci, au revoir. Ça s'arrête là. Donc il y a des complots. Non. Donc voilà, la preuve du complot. C'est devant vous. Vous pouvez lire l'entretien en entier. Ça lui a gâché la vie à lui, cette affaire, hein, parce qu'ils l'ont utilisé. Bon, on a une aggravation de la crise, une aggravation phénoménale de la crise. On a le Crédit Agricole qui enregistre des pertes historiques. Dernier trimestre, quelques 6 milliards. Il venait de perdre 10 milliards avec l'Emporiki Banque grecque. Vous savez, le Crédit Agricole, c'était mon ancienne banque, l'ancienne banque des éditions Fiat Lux, qui nous a censuré notre compte. Et donc on a tout fermé, on est allé à la banque postale, et ça marche très bien d'ailleurs. Donc c'est Guignol, d'ailleurs, j'ai pas manqué de le rappeler à la patronne de l'agence de l'Estac, lui rappelant d'ailleurs qu'il ne manquait, je plaisante, qu'il ne manquait dans sa tenue de travail qu'un nez de clown, vu son incompétence historique dans toutes les pertes. Je dis, écoutez, on est au courant quand même de vos turpitudes, vous croyez quoi? Vous croyez qu'on ne lit pas les journaux? Vous venez de perdre tant. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes mauvais en fait, vous êtes vraiment mauvais. Vous êtes des mauvais gestionnaires. Bon, elle n'a pas aimé. Hein. Donc, le Crédit Agricole. Voilà. Alors, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent faire les malins. Tout ceci est de l'air. C'est de l'air, tout ça. Ils peuvent faire les malins, mais c'est de l'air. Les Man Brothers, ils étaient plus puissants qu'eux, ils ont coulé. Donc, dernièrement, au mois de janvier, on avait bien commencé l'année, il y a une façade du Crédit Agricole qui a été complètement défoncée par un tractopelle. Alors on ne sait pas si c'était un client mécontent ou juste un voleur, mais vraiment, ça sent mauvais. Ça sent très 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 mauvais. C'est violent ce qui se passe, c'est très très violent, c'est très très inquiétant. Même Barbier, Christophe Barbier, ce dégénéré à l'écharpe rouge, il commence à avoir peur. Et pourtant il est confiant, ce guignol-là, il est vraiment confiant. Donc on a appris, le Crédit Agricole, BNP, Société Générale, tout ça, on a appris d'une ONG qui s'appelle Oxfam, c'est le Oxford qui fait ça, c'est donc des gens qui travaillent sur les banques. On a appris que ces banques, elles spéculaient sur les matières premières et créaient des famines dans le monde entier. Voilà. Donc non seulement ils ont ruiné l'économique, maintenant comme il n'y a plus d'argent là, ils vont dans les matières premières, ils vont spéculer dessus, et ils vont ruiner, ils vont tuer des gens, ils vont créer des guerres, il va y avoir des émeutes de la faim, l'armée en face va tirer, tout ça parce qu'il y a un connard de trader qui n'en a rien à cirer et qui fait ce qu'on lui dit de faire. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et c'est là où je me suis toujours dit, et même je suis musulman, il n'y a aucun souci là-dessus, je me suis toujours dit, mais Dieu, franchement, il est sévère quand même, l'enfer, c'est violent quand même. Il faut brûler et tout. Vraiment, il est violent. J'aurais fait pareil. Ces gens-là, je les brûle. Je les brûle. Je calcule. Je le reforme en chair en entier, je le rebrûle. À l'infini. Parce qu'il n'y a que ça. C'est pas possible, c'est pas permis ce qu'ils font. Pourquoi il le fait? Il le sait, pendant qu'il le fait, à la télé, il voit au Caire, au Congo, il y a des émeutes de la faim. Et il est là en train de continuer à faire ses trucs, avec des clics, sans même bouger. C'est comme les deux traders chypriotes et luxembourgeois de la viande de chevaline.
La même chose, il est là, il achète 500 000 tonnes, il clique. Clic, clic. Et en face, il y a l'armée qui tire à balles réelles. Parce que ce connard a fait ce qu'il a fait. Bon. On va être jugé pour tout ça, je vous le dis tout de suite. Vous croyez ou pas, hein, je vous le dis clairement, on va être jugé pour tout ça. Ne croyez pas pouvoir échapper à ce jugement. Donc il y a une nouvelle règle qui vient de sortir en Europe, ça s'appelle les two-packs. Les two-packs, c'est quoi? C'est simple. Maintenant, c'est Bruxelles qui décide du budget de chaque ministère. C'était déjà le cas un petit peu avec la PAC, la politique agricole commune. Là, maintenant, c'est chaque ministère, il ne peut pas faire un budget de l'année s'il n'est pas soumis à l'Europe. D'ailleurs, ça commence par quoi? Ça commence par, tout de suite après, Matignon qui demande 5 milliards d'économies au ministère. Je vous signale que c'est déjà l'austérité, qu'il y a 4-5 millions de chômeurs minimum, de plein temps, sans parler des autres. Je vous signale qu'il n'y a plus d'argent qui circule. Il y a tout le monde qui part, toutes les entreprises, ils ont délocalisé tout. C'est une catastrophe. Et ils continuent à diminuer l'argent qui circule. Vous savez ce que ça va faire? C'est pas compliqué. Ça va aggraver la situation. Parce que la croissance, c'est l'argent qui circule. C'est pas l'inverse. Donc trop d'austérité tue l'économie. D'accord? Voilà. On ne peut pas passer de l'état-providence à l'état-rien en croyant que... Non. Parce que là, il n'y a plus rien. Plus rien. 5 milliards, c'est gigantesque, là. Hein. C'est beaucoup d'argent. Malgré ça, malgré cette crise, le nombre de milliardaires dans le monde a augmenté de 210 personnes. Et ils sont à peu près 1200 ou 1300 personnes qui se partagent 5400 milliards de dollars. Ça ne change pas, ça. Hein. Il y a plus de pauvres, mais il y a toujours plus de milliardaires. Par contre, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Ils sont très peu nombreux. Catégorie humour, là c'est le summum nec plus ultra, c'est le top du top, au-dessus c'est le soleil, comme dirait l'autre. Fitch Ratings, de Marc Ladrette de la Charrière, l'agence de notation française, a dégradé Standard & Poor's. C'est extraordinaire, comme je le disais à Paris. C'est comme si Émile Louis se rend compte des crimes de Dutroux, il se dit non, sans déconner. Non, pas ça. Pas des gamines de 5 ans, prendre des handicapés. 15 ans, ça va. C'est ça, hein, c'est rien d'autre. Hein. Donc c'est ça, Fitch dégrade Standard & Poor's. La question qui se pose, la question intelligente, s'il y avait des élites dans ce pays, il se poserait une seule et unique question valable. Qui c'est Fitch? Qui c'est Standard & Poor's? Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ça, c'est rien. Ces entreprises privées, normalement tu prends le patron, c'est les services secrets qui doivent s'occuper de ça. Hein. Prennent le patron, je sais pas, moi, une petite noyade dans la piscine, on n'en parle plus. C'est fini. Parce que ce type est aussi dangereux qu'une armée de militaires. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait, c'est comme ça que ça fonctionnait. Hein. Je vous rappelle que Daniel Cohn-Bendit avait été en 68 raccompagné aux frontières allemandes avec des menaces de mort. C'est écrit dans le livre des patrons DRG de l'époque. Il a été raccompagné aux frontières avec des menaces de mort. Tu reviens, on te bute, mon gars. Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'à l'époque, il y avait des gens encore intelligents. Agents subversion, c'est ce qu'on aurait fait aux Femen ukrainiennes. On les renvoie à leur bordel ukrainien, puisque c'est des prostituées professionnelles. Mais non, ça ne marche plus comme ça. Malheureusement, ça ne marche plus comme ça. Donc, on a eu, ça chauffe, on a Roy Balmaison, les gars de Goodyear, qui sont en train de s'énerver, qui ont tapé sur des CRS. Ça fait un peu de la peine, parce que ces gars-là, c'est des gars du peuple, c'est des salariés, les filles. Lui, ce soir-là, il rentre à la maison, il fait bisous à Christelle et Philippe, les petits merdeux qu'il a à la maison de 3-4 ans. C'est ses enfants, c'est un père de famille. Il se fait taper par la même chose, un salarié de Goodyear. Et en haut, qu'est-ce qu'il arrive au Alain Menck, au Jacques Attali, à toute cette racaille qui a fait la promotion du système ultralibéral qui nous a mis là? Rien. Il continue à faire des dîners avec des coupes de champagne, en train de nous expliquer dans les médias ce qu'il faut qu'on fasse. C'est à crever de rire. C'est à crever de rire. Et après, qu'est-ce qu'on vous dira? Attention à ne pas casser l'outil de travail. Ah, vous pouvez briser les familles. Hein. Vous pouvez briser les familles, les divorces, les enfants malheureux des divorcés. On connaît le résultat scolaire catastrophique. Vous pouvez briser le tissu social français, mais pas l'outil de travail.
Ah, l'outil de travail, ça se reconstruit, ça s'achète. Une famille décomposée, c'est fini. C'est fini pour le futur. Vous avez détruit une nation. C'est ça la démoralisation. C'est ça la subversion. L'outil de travail. On devrait mettre à l'échafaud toute personne qui défend l'outil de travail avant l'être humain. C'est pas des êtres humains, ça. C'est pas des êtres humains, c'est des démons. Bon, élite corrompue politique, bon, on a plein d'exemples. Hein. Vous avez vu l'affaire UMP. Hein. Alors, c'est même pas moi. Moi, je dirais ça, on me dit Salim, tu déconnes, t'es violent, fais gaffe. Ben, lui, Fillon, a traité Copé de mafieux. C'est pas moi. D'ailleurs, on le voit barboter dans la piscine de Ziad Takieddine, à Antibes. Jean-François Copé, qui se fait offrir une montre à 15 000 € et qui dit, le plus simplement du monde, avec une chutzpah fabuleuse, je sais plus où est la montre. Une montre à 15 000 €, tu sais plus où elle est. Tu sais plus où elle est. Si tu étais aussi détaché du fric, tu paierais toi-même les voyages au Liban qu'il te payait. S'il ne fallait pas accepter cet argent, petit radin, petite fripouille. Alors le patron du fisc actuel, c'est un médecin. À l'époque c'était Wörth, c'était la même chose. Ben, il a des comptes selon Mediapart, c'est un gars du Grand Orient, il a des comptes bancaires en Suisse selon Mediapart. C'est logique. C'est tout à fait normal. Ici, vous avez Assouline, c'est un Marseillais, hein, c'était un journaliste sportif qui était dans les gradins de Bastia, là, quand ils sont tombés, où il y a eu plein de morts, il était dans le coma, et c'était le suppléant de Carlotti. Donc Carlotti est passé au ministère, et lui, il a repris son poste, et là, vous savez de quoi il parlait avec Razia Madi? Bah, il ne parlait pas du futur de la France, je vous le dis tout de suite. Il ne parlait pas de la future loi qui sera votée pour séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Il ne parle pas de... Non, là, il lui demande juste comment avoir des places pour le Stade de France. C'est en direct, c'est passé sur M6. C'est gravissime. De toute façon, est-ce plus grave qu'une Valérie Pécresse qui va traiter Angela Merkel de chansonnière à 2 reprises au lieu de chancelière? Valérie Pécresse, porte-parole du gouvernement, et la 2e fois sur le plateau du Grand Journal, la chansonnière Angela Merkel. Et nous avons le meilleur collaborateur. Je vous présente un étron libre. C'est rarissime, c'est très rare comme objet. Donc les gens connaissent les électrons libres, les électrons tout court. On connaît les étrons, mais les étrons libres, personne ne connaissait. C'est un nouveau concept, et c'est comme ça qu'on détruit une nation, quand n'importe qui peut aller au pouvoir. N'importe qui. N'importe qui. En Grèce, c'est la maman de Papandréou. On a découvert en Suisse un compte dans lequel elle cachait 550 millions d'euros. La maman de Papandréou, c'est des mercenaires, ces gens. Hein. Ces gens, c'est des mercenaires. Ils sont là, ils ont une mission, ils se remplissent les poches, les fouilles, et ils détruisent le pays. Ils sont bons, hein. Ils n'ont ni patrie, ni rien. Hein. C'est des apatrides, c'est des guerriers. Hein. C'est des mercenaires. Voilà, c'est clair. Je vous garantis qu'aujourd'hui, les élites politiques tremblent. Vous avez ici Beppe Grillo, qui est le patron du mouvement des 5 étoiles, qui vient de faire 25% des élections en Italie. Les élites politiques françaises tremblent. Les renseignements généraux, la DCRI, tremblent. Ils savent que ça peut péter, leur exploser à la figure. C'est clair, net et précis. Là, n'importe qui, ça peut s'écrouler, hein, c'est clair. Hein. Bon, concernant Big Pharma et l'agrochimie, donc juste deux petites anecdotes rapides. Christian Lajoux, c'est un type, j'entends sur RMC Radio, il est en train de présenter son livre « Médicaments, l'état d'urgence ». Bon, il essaie de réhabiliter le médicament après les affaires du Mediator. C'est qui ce type? Quand on cherche sur Internet, c'est le patron du syndicat de tout Big Pharma. C'est le patron de tout le monde, du syndicat de Big Pharma, c'est-à-dire Aventis, Pfizer, GSK, tout le monde, tous ceux qui vendent, là, ils se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts de lobbying.
Quelques jours après, le Canard enchaîné, du 5 décembre, page 4, Sanofi soigne les toubibs. Une preuve, encore une fois, que Sanofi, Coran, graisse la patte des toubibs en faisant des marges arrière phénoménales qui seront remboursées par la Sécu, hein, en déclarant que le médicament coûte 10 euros. En fait, le pharmacien va le payer que 4 euros. Il va se mettre 6 euros dans la poche. C'est monstrueux, c'est gravissime. Donc, et c'est du 60% minimum, hein, les marges arrière, etc. Et ici, vous avez les chiffres, vous avez tout. Hein. C'est un article quand même assez intéressant. Et donc, pire encore, après le scandale du Mediator, pendant le scandale du Mediator, c'était l'AFSAPS, qui date de 99. Avant, c'était l'Agence du médicament. Après, c'était l'AFSAPS, Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé. Et maintenant, c'est l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, un truc comme ça. Vous savez qui est la patronne de l'organisme qui doit surveiller Servier, qui doit surveiller la Diane, par exemple? C'est Annick Alperovitch. Annick Alperovitch, elle a dépassé, je crois, 70 ans. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi, ce qu'elle fout là encore. Et c'était une salariée, et là, c'est une capture d'écran du site de la NSM. C'est pas moi, hein. Salariée de Laser, Sanofi Aventis, Doseo, Sanofi Santé Labo, UCB Pharma, Lundbeck. Elle a passé toute sa vie à travailler, faire du lobbying pour Big Pharma. C'est elle maintenant qui est censée dire à Sanofi Santé Labo, oh là 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 là, qu'est-ce que vous faites là, vous déconnez. Ben non, elle ne le fera jamais. Elle leur fait la bise, les patrons, c'est des copains. Vous comprenez quand même, ça c'est une insulte. Ça. Là, on est en train de vous dire, franchement, vous êtes des tocards, on peut tout faire, vous ne dites jamais rien. On peut tout faire. C'est open bar, là. Hein. Après, je ne sais plus quoi faire. Moi. La Diane, la même chose. Donc, on nous a fait passer une molécule pour l'acné, ils l'ont fait passer pour un contraceptif. Alors, on nous parle de 5-10 morts. Non, il est question de 875 morts potentielles. Si on fait des études par rapport à la population et aux morts qu'il y a eu dans les pays scandinaves, c'était une médecin épidémiologiste qui a fait ça pour je ne sais plus quel journal. On parle de 875 morts. Je ne parle pas des paralysés, hein, qui ont fait des AVC, qui restent paralysés de la moitié du corps. Voilà, bon. Donc, encore un scandale. C'est quoi le projet là? Combien il y en aura des scandales sans jamais emprisonner personne? Et on a eu, le scandale de la viande chevaline. Alors, ce qui n'était pas très très grave en soi, hein, parce que la viande de cheval, c'est très bon pour la santé. Mais on a compris comment fonctionnait le système. Et le système complètement timbré, complètement fou, complètement malsain. Alors, le type, il commande la viande, ça passe par 40 000 intermédiaires, 2 traders, un chypriote, un luxembourgeois, comme par hasard. La viande vient de Roumanie, et in fine, vous vous retrouvez avec une barquette à 3 euros. Donc, comment pouvons-nous expliquer, avec autant d'intermédiaires, que quand on fait du client au producteur, ça soit plus cher? Non, il y a de la marge, enfin, c'est faux, c'est totalement faux. Il y a de quoi nourrir tout le monde en faisant du local à bon prix, et c'est impeccable. Donc là, vous comprenez vraiment que le système est fou. En Afrique du Sud, par contre, ils ont retrouvé dans la viande de bœuf de l'antilope, de la girafe, de l'âne. Il y a eu un scandale en Algérie à un moment donné avec l'âne. Il y a eu beaucoup d'ânes qui ont été vendus comme ça, etc. etc. Bon, bref. Bien sûr, on ne vous parlera pas de la réintroduction, ou très peu, des farines animales pour les poissons en juin en France, qui va créer un scandale. Soyez-en certains. Hein, parce que, je vous signale, on a rarement vu des porcs ou des vaches se retrouver dans l'océan et être mangés par des poissons. C'est pas ce qu'on retrouve, voilà, c'est pas ce que les poissons retrouvent souvent comme nourriture quotidienne, d'accord? Donc il va se passer des trucs, leur organisme il va pas apprécier, voilà. Et après on va nous dire, oui, mais vous avez les mêmes dégénérés, corrompus, lobbyistes qui viennent vous dire, il n'y a aucun risque sanitaire, on a vérifié. Mais ils nous ont fait le même coup, avec le nuage de Tchernobyl, qui s'est arrêté aux frontières. Il n'avait pas le visa. On nous a fait le coup avec les farines animales, on nous a fait le coup avec la fièvre bidule, on nous a fait le coup, on nous a inventé, c'est simple, ils inventent un risque qui n'existe pas, grippe H1N1, ou ils minimisent, voire ils font disparaître complètement un risque réel qui existe. C'est simple, ils font ce qu'ils veulent.
Bon, vous avez vu les scandales de... J'en ai beaucoup parlé, même dans le livre et dans mes vidéos. Je taquinais beaucoup les coureurs du Tour de France en les traitant de Tour des drogués. Et ben, vous avez vu l'idole de Sarkozy, Armstrong. Ben, il a tout fait. Il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas pris? Non, rien. Il a tout pris. Tout, il a tout fait. Il a tout avoué, comme ça, devant tout le monde. 7 fois champion. 7 fois tricheur. Tout est de la triche. En Australie, c'est 10 fois pire. C'est une enquête du ministère de l'Intérieur sur tout le sport australien, pas le cyclisme. La mafia, faux bidule, faux paris, tout est truqué, le dopage, c'est monstrueux. Et ces gens-là, ils viennent aux Jeux Olympiques, ils arrivent, ils prennent leurs 35 médailles, ils sont fiers avec leur drapeau. Tout est de la triche, tout est faux, bon Dieu, réveillez-vous. Pourquoi? C'est Julius Evola qui en parle très bien sur les sports collectifs, au moins avec les sports collectifs. C'est des trucs de singe, ça. C'est pas sérieux. On ne peut pas faire ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux humainement, quand on sait qui on est, quand on a la conscience de nous-mêmes. On ne peut pas aller voir des guignols courir autour d'un ballon. On peut le faire soi-même pour faire du sport et s'amuser une fois par semaine. Mais on ne peut pas aller courir vers des mecs qui sont payés 300 000 € par mois. Ça ne se fait pas, ça. Donc, si on accepte de faire ça, il faut en accepter toutes les conséquences qui vont en découler. Toutes les dérives, tous les excès. Et c'est logique. Bon, concernant la subversion... Là, j'en ai de très jolis. Bon, vous connaissez l'affaire de Rose Mafia de Kucheida dans le Pas-de-Calais. Le type, il est mis en examen il y a 1 an. 1 an après, il y a une perquisition chez lui. C'est tous des francs-maçons. Donc, il a eu tout le temps de jeter les documents, de vider les disques durs, de changer les ordinateurs. C'est bon. C'est-à-dire qu'il les attendait. Vous voyez, il les attendait. Bon, c'était là. C'est là où j'ai tout caché. Alors là c'est bon. Là, j'en prends pour 30 ans. Je vous attendais. Ben, c'est comme ça qu'on détruit une nation, en appauvrissant, en affaiblissant sa police, sa justice. Et concernant la police, alors là encore, sur le Canard enchaîné, j'ai trouvé une petite merveille. Canard du 5 décembre 2012. Comment détruire une nation? Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais raconter. En Maine-et-Loire, le commandant de groupement de gendarmerie nationale est un vrai père de régiment pour ses troupes. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit par téléx concernant leurs actions sur le terrain? Le mode opératoire est de nature à mettre l'intégrité. Alors, d'abord, faire très attention, car le mode opératoire est de nature à mettre l'intégrité des personnels en danger en cas de tentative d'interception ou d'interpellation sur les lieux d'un cambriolage. S'abstenir de toute poursuite ou un véhicule utilisé par d'un véhicule utilisé par un des malfaiteurs. Abordage de la scène du crime seulement après s'être assuré du départ effectif des malfaiteurs. Au cas où ceux-ci seraient encore sur zone ou à proximité immédiate, s'abstenir de toute intervention en se tenant sur un pan d'observation à l'abri, en mesure de renseigner sur la nature, le volume et l'attitude des auteurs sans engager d'action. C'est-à-dire que le type, il est payé, entraîné à tirer, à se battre, à faire du sport. C'est son job. Ils arrivent en nombre, en flagrant délit, etc. Mais il lui dit, tu l'observes de loin. Et tu écris, tu fais des rapports. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ça, c'est un téléx qui a été envoyé au Canard enchaîné par quelqu'un qui était choqué. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est quoi la différence entre toi, flic, gendarme, et moi, citoyen? Moi, c'est pas moi qui vais le faire, je suis pas armé pour ça, j'ai pas que ça à faire. C'est le désordre après si on fait ça. N'importe qui, après, il va venir, il va tirer, c'est le chaos. C'est à vous de faire ça. On est civilisé ou pas? Non, ils reçoivent des ordres de leur hiérarchie maçonnique de ne pas intervenir. Observez-les de loin. C'est complètement dingue. Bon, Jacqueline Bernard, la patronne des RG de Charente-Maritime, qui se plaint d'un complot maçonnique concernant l'affaire de la mise sur écoute de Ségolène Royal, et elle le dit le plus simplement du monde. Elle s'est réveillée, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir de l'avoir se réveiller. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jacqueline Bernard, dans plusieurs interviews télé, radio. Donc ici, on a un acte de subversion très, 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 très intéressant. Là, vous allez halluciner. C'est un avocat qui s'appelle Arthur Vernant, qui a écrit un livre, La vie, l'amour, le sexe,
être heureux quand on ne croit pas en Dieu. Donc déjà, c'est toujours cette je sais pas moi, cette fixette, cette idée fixe contre Dieu. Bon, tu crois pas en Dieu, tu es athée. Pourquoi tu parles tout le temps de Dieu? C'est moi qui crois en lui qui devrais parler. Moi, j'en parle jamais, en fait. Et eux, ils en parlent tout le temps. Il y a quelque chose qui est vraiment pathologique. Bon, bref. Ce type, je l'écoute, donc chez Brigitte Lahaie. On découvre des petites merveilles chez Brigitte Lahaie. Donc, ex-actrice, reconvertie dans le conseil amoureux au couple, ex-actrice pornographique, qui travaille chez RMC de 14h à 16h. Donc elle lui pose des questions, et ce mec, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui explique qu'on a le droit, mais vraiment, de faire ce que l'on veut. N'importe quelle femme a le droit de coucher avec qui elle veut, qu'elle soit mariée ou pas. N'importe quel homme a le même droit de faire comme ça, le plus simplement du monde. Même, je vous jure, que Brigitte Lahaie était choquée. Elle lui dit, mais attendez, mais quand même, ça va créer le désordre, et si son mari ne veut pas? Ben oui, ça tient du bon sens. Ben oui, le type il vient, moi personnellement, sincèrement, je lui fends le crâne. Je lui fonds le crâne, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun chirurgien qui va le réparer. Bon. Donc, bon, il fait ça, c'est pas grave, il va chez Coé avec son propre sperme dans une fiole, bon, c'est pas grave. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une pièce théâtrale, juste avant, je crois. Une pièce théâtrale qui s'appelle Les doux rêves d'une fille amoureuse, je crois. Donc c'est une fille qui est amoureuse d'une idole, une divinité. C'est un truc pornographique où il y a plein de filles qui font plein d'orgasmes, ils simulent des orgasmes, avec plein de trucs vraiment bien salaces, bien dégueulasses, bien orgiaques. Comment s'appelle la troupe? La troupe de filles qui fait ça, qui s'est produite un peu partout. Les filles d'Ève et du serpent. Les filles d'Ève et du serpent. Moi je croyais qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Les filles d'Ève et du serpent, on pourrait changer le nom d'Ève en mettant Lilith. Et là, on est dedans là. On est dedans. Ça se reproduit, ça vend ses billets de théâtre, donc billets réducs. Ça fait le festival d'Avignon, normal. Hein, normal. Et ça ne croit pas en Dieu. Bon, ok. Donc voilà comment on crée de la subversion. On fait croire aux gens que tous ces comportements sont normaux. Oui, c'est ça. Bon, après, vous avez les revues de télé, des revues journaux, etc. Alors j'ai 70 ans, j'ai une dizaine d'amants, mon fiancé m'a quitté pour ma mère, je suis amoureuse de ma sœur, l'inceste, le tabou de l'inceste. Mon mari m'a quitté pour son meilleur ami, j'ai surpris mon mari avec un autre lors de notre lune de miel, mon fiancé m'a annoncé qu'il était gay. Il manquerait juste dans le prochain titre, ici, en gros, nous sommes des porcs et nous l'ignorons. Nous sommes des porcs et nous l'ignorons. Voilà, c'est ça le projet global. Le site internet qui font la promotion de l'adultère, voilà, Ashley Madison, on en fait la promotion, donc il ne va pas faire la promotion du rapport sexuel de gens célibataires, non. Il faut être marié, il faut tromper toujours. Trahir, c'est magnifique, c'est ça qui fait détruire le tissu social, détruire les rapports humains, créer de la souffrance, encore plus de souffrance, c'est ça. Et pire encore, alors bon, vous avez adopté un mec avec une marchandisation de l'homme dans un caddie, comme une canette de coca, quoi. Et derrière, pire encore, derrière un camion à Roubaix, si cette année vous trompiez votre amant avec votre mari, si cette année ça s'est inversé totalement, et qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette parole? La pomme, le péché originel, c'est signé Apple Macintosh là, la pomme. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est par hasard qu'elle est croquée, qu'il manque un bout? C'est une signature. C'est un adepte d'Ayn Rand. C'est un vrai sataniste, lui. Hein. C'est un vrai sataniste, ce dégénéré. Donc voilà la vie qu'ils veulent nous préparer, le futur qu'ils veulent nous préparer. Un futur de chaos, de désolation, avec cette chose-là. Regardez-moi ça, c'est sérieux ça? Vous l'avez vu? Elle a soi-disant été attaquée dans la marche du mariage pour tous, attaquée et tabassée. Elle arrive le soir même sur le plateau du petit journal, du grand journal,
il n'y a pas une griffure sur son visage. Rien. Moi, je vous garantis, si je l'attrape, sincèrement, il faut au moins 3 mois pour que ça parte. Donc 3 mois, minimum 3 mois. Il y aura des fractures, ça va être, il y aura des grilles, elle va plus passer aux aéroports, elle va sonner partout. Donc elle passe, elle s'est fait tabasser, pas une griffure, rien. Par contre, vous remarquerez toujours la même chose, c'est du Judith Butler, ces lesbiennes hystériques qui veulent changer notre monde à nous. Ouais, elles ne veulent pas vivre leur vie comme tout le monde, elles veulent changer notre monde. Elles veulent que notre monde s'adapte à leurs dérives. Donc cette lesbienne hystérique, quand elle se faisait taper dessus, elle a couru, elle s'est sauvée. Et je vous jure, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je ne savais pas si c'était un homme ou une femme qui courait. Très maladroite, elle est ratée quoi. Il y a quelque chose qui cloche dans son anatomie. Parce qu'elle n'était pas féminine, on dirait un garçonnet, enfin il y a quelque chose qui cloche. Et cette femme est une serial menteuse, une manipulatrice, c'est un danger public, elle devrait être en prison, elle a été condamnée plusieurs fois pour diffamation, elle a été condamnée, c'est une menteuse, elle a expliqué que 98%, 95% des enfants des hétéros étaient des malades mentaux. Elle est folle, elle est timbrée. Et elle passe, elle a pignon sur rue, elle fait ce qu'elle veut, elle passe dans tous les médias, elle fait ce qu'elle veut. Elle monte, elle écrit des papiers sur Le Monde concernant la politique tunisienne, elle s'est pris des insultes de certains blogueurs tunisiens parce qu'elle s'est plantée de politiciens des partis, elle a tout mélangé. C'est une calamité. Et c'est pas par hasard si elle est au Monde, Pierre Berger, etc. Donc tout est lié, tout se lie, tout est parfaitement bien fait. D'ailleurs, nous arrivons à notre Pierre Berger. Regardez-moi cette esthétique. Regardez-moi comme c'est joli tout ça. Regardez-moi. Vous savez, la sagesse ancienne, les vieux de la vieille, ils connaissaient ça. Ils disaient qu'il porte le mal en lui. Et au Maghreb, par exemple, c'est quelque chose qui... on parle de visage lumineux ou de visage ténébreux. Et ça s'est perdu malheureusement, mais c'est une réalité. Là, on voit vraiment le visage ténébreux d'un homme malade, d'un homme malsain, qui ose déclarer que louer son ventre pour faire un enfant, ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence! Quelle différence! Ben oui, il y a une différence. Il y a une très grosse différence. C'est que toi, tu es un gros porc de sataniste, nous sommes des êtres humains, et on refuse toute marchandisation du corps humain. C'est comme ça, et c'est notre loi qui passera, quitte à en mourir. Et là, encore une fois, je refuse de discuter de ça. On ne discute pas de ça. C'est comme ça, point à la ligne. On ne discute pas, oui, non, mais quand même, il ne faut pas dire les deux. Non, ça ne se discute pas. Vous êtes des porcs de satanistes. Ton amant, Yves Saint-Laurent, qui a écrit, dessiné La vilaine Lulu, qui est un récit sataniste, dans lequel on fait la promotion de l'alcoolisation des enfants, de la pédophilie, de la traite des blanches, du satanisme avec des crimes rituels, etc. Je ne sais pas d'où vous sortez, les gars, mais vous allez débarrasser le plancher, bientôt. Alors, Jimmy Savile, un grand... Jimmy Savile, c'est le Drucker de la BBC, de l'Angleterre, la chaîne privée, publique anglaise. Ce type-là, vous savez c'est quoi ce type? C'est un vampire. C'est un prédateur. Il a violé des centaines d'enfants. Avec la complicité de plein de gens. Quand il visitait les hôpitaux, les infirmières, elles demandaient aux enfants de dormir, de faire semblant de dormir, pour pas qu'il attire son regard. Vous comprenez? C'est monstrueux. On dirait un conte d'enfant. Un conte de Rabelaisien, là. Un truc de fou. Ce type-là, il a été... anobli par la reine. Là, dernièrement, il y a d'autres personnes qui sont tombées, des responsables de la BBC, c'est des pédophiles. Ça, c'est du franquisme pur. Ça, c'est du satanisme pur. C'est rien d'autre. Hein. On ne peut pas dire autre chose. Alors, on va vous faire croire qu'il faisait du bien, il courait pour refaire les hôpitaux, etc. Non, c'est pour rentrer dans les hôpitaux et violer les enfants. C'était ça le projet initial. Jimmy Savile. Il n'y a personne qui en parle. Vous avez un franquiste pur souche, pur jus, du 100% Serge Éphèse, qui vient nous écrire le livre Le Nouvel Ordre Sexuel. Il profite bien sûr, comme par hasard, des débats politiques. Il sort son livre pour nous expliquer
que la théorie du gender, c'est normal, qu'on n'est pas garçon ou fille, on est ce qu'on veut selon l'éducation. Et il va passer sur tous les plateaux télé, vous expliquer ça. Ça, c'est de la vraie subversion. Le type, il est médecin, il a l'autorité du maître, qui vient expliquer aux gens, non, mais c'est bon, vous vous trompez, écoutez-moi, moi je vais vous expliquer la vérité. Voilà. C'est ça le principe initial. Et le populaire, là, le peuple, le gars du peuple qui est dans sa cambrousse, dans son village, dans son appartement, dans son bâtiment en ville, il écoute, il croit. C'est un médecin, ma foi. Pourquoi ne le croirait-il pas? Enfin, moi je trouve ça logique de le croire. Albert Chenouf, j'en ai parlé. Concernant l'occultisme et l'eschatologie, et j'en finirai là, on ne croit pas en Dieu, on se dit tous que Dieu n'existe pas, que le monde est athée, que c'est la matière, le fric, voilà, d'accord, ok. Alors pourquoi, je veux savoir, pourquoi le dernier clip de Kesha, dans Dai Young, qui s'appelle Dai Young, pourquoi dans ce clip, il y a l'œil qui voit tout, il y a, donc on appelle les jeunes à mourir jeunes, Dai Young, il a été censuré juste après la tuerie de l'école. Pourquoi dans son site internet, on a des croix inversées, on a l'œil qui voit tout, on a des os, des crânes, etc. à la Skeleton Balls. Pourquoi dans le clip, on la voit arriver telle une prêtresse dans un corbillard avec écrit dessus « démon »,« evil », le mal. Pourquoi ces gens font ça? Expliquez-moi, enfin, moi je veux des explications. Pourquoi, d'ailleurs, elle a dit que c'est pas elle qui a écrit quand il y a eu la polémique après la tuerie aux États-Unis, elle a dit que c'était pas elle qui avait écrit les paroles et qu'on l'avait forcé à écrire ces paroles. La dernière publicité de Mercedes qui est passée dans le Super Bowl américain, vous avez William Defoe qui a ici l'œil qui voit tout, ici le compas et l'équerre maçonnique avec une tête de diable, qui propose à la personne en face de lui un pacte faustien avec le diable, qui lui dit « Signe-moi ça, je te donnerai le monde et ses plaisirs ». Qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce que ça fout là? C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Ils sont en train d'essayer de camoufler la réalité par un petit peu d'hollywoodisme, pour pas qu'on croie ce qu'est la réalité de leur crime. Donc ici, je voulais vous montrer la tête du diable. C'est pas lui le début, c'est pas lui tout. Hein? Le diable existe avant lui, et après il existera après lui. Et bien ici, vous avez Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi, c'est le messie apocalyptique, plutôt chaotique, qui est né, donc qui était grec, salonique, et qui est devenu musulman en 1666 parce qu'il a dit que c'était le Messia. Il a prononcé le nom de Dieu dans la synagogue et il a dit que c'était lui le Messie, qu'ils allaient tous revenir à Jérusalem, que c'était la fin des temps. Il a eu avec lui des dizaines et des dizaines de milliers de juifs qui l'ont suivi dans son hérésie. Il a été dénoncé par les juifs orthodoxes, parce que c'est une hérésie totale, hein, c'est une connerie monumentale, ridicule, ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, il est mort, il n'y a rien eu, puisque à un moment donné, les rabbins vont le dénoncer au sultan Mehmet IV, je crois. Ils vont le dénoncer, vont lui dire, écoute, il y a un trublion, écoutez, votre Altesse, il y a un trublion, il nous fait n'importe quoi. Mais il l'a attrapé, il lui a dit, bon, ben, si tu es le Messie, fais-moi des miracles, sinon je te coupe la tête. Bon, il n'a pas su faire de miracles parce que c'était un gros tocard. Et il lui a dit, bon, maintenant, soit tu te convertis ou je te tue. Voilà, puisque personne ne veut de ta gueule. Il s'est converti, mais faussement, comme les marans, les faux conversos. Ça existe depuis longtemps. Et ils ont ainsi conquéri, comment dire, ils ont infiltré tous les pays musulmans. La Mecque, le Qatar, tout ça. La Turquie, toutes les sectes qu'il y a eu après, toutes les sectes démoniaques qu'il y a eu après, le bahaïsme, etc. C'est le sujet de mon prochain livre. C'est de détailler, de rentrer vraiment dans le détail de cette secte qui contrôle absolument tout. Alors, Mustafa Kemal Atatürk était un sabbataïste. Sarkozy est un gars de Salonique. Sa mère, les familles Mellah, qui sont des gens de Salonique. Balladur est un sabbataïste. Du moins, il vient d'une grande ville sabbataïste. Le massacre des Arméniens a été fait par les sabbataïstes. Hein, c'est pas fait par le truc des soldats turcs là.
qui ont fait la révolution, c'était infiltrés de sabataïstes. Kemal Atatürk, son premier ministre, c'était des sabataïstes. On parle de El-Qaradawi, on dit de lui que c'est un sabataïste. Par rapport à sa famille, il suffit de faire des recherches, hein, etc., etc. Il y a plein de gens comme ça. John Kerry est un sabataïste. Brzezinski est un franquiste. Jacob Frank, je vais continuer. Jacob Frank, c'est la deuxième réincarnation de Sabbatai Zevi. Deuxième réincarnation dans leur religion. C'est des barjots, n'essayez pas de comprendre, c'est ainsi. On le prend comme tel. Donc il s'est dit, il y a quelqu'un d'autre avant les deux, mais qui n'a pas accroché. Lui, il a accroché, puisqu'il a infiltré le catholicisme polonais. Parce que vous savez, les musulmans et les catholiques ont une faiblesse. Ils veulent convertir l'autre à la vérité. Donc quand il y a un type comme ça, il vient, il dit, je vais me convertir avec 10 000 juifs. Ils sont super contents. Donc ils acceptent. Et ils se sont fait infiltrer. Donc Brzezinski est un franquiste. John Kerry, Brzezinski, 40 ans de politique étrangère américaine. C'est énorme. John Kerry, c'était le Skull and Bones. Tout est lié. Vous comprendrez tout avec cette clé de lecture. Skull and Bones, c'est du franquisme. C'est du franquisme. Il faut savoir que, le projet c'est ça, hein, le projet global c'est un petit peu ça, le projet final c'est ça. Ça existe, c'est des gens qui se percent de partout, ils mettent des implants siliconés pour faire des cornes, etc. Ça c'est des gens qui sont possédés, ils sont complètement timbrés, mais c'est le Hellfest si vous voulez. Le Hellfest c'est un petit peu ça, j'en parle dans le bouquin, avec l'anthropophagie de certains, etc. Mayhem, le groupe Mayhem, bref. Elie Wiesel parlait, écoutez-moi bien, écoutez ça, vous allez comprendre maintenant de quoi il parlait. Dans le testament d'un poète juif assassiné, 1980, c'est Alain Soral qui en parlait dans une de ses dernières vidéos du mois. Alors, dans le livre, il est écrit, à quelques pas de chez Bloom, dans un club privé, des hommes et des femmes, ou des femmes entre elles, dansaient nues. Ailleurs, on se droguait, on se fouettait, on rampait dans la boue, on faisait reculer toutes les limites. Cela me rappelait les mœurs des Sabbatéens. Qui sont ces Sabbatéens? Maintenant, vous le savez. 1980. Lui, il racontait une histoire un peu plus longtemps, mais il y a 5-6 décennies, on avait encore des Sabbatéens. C'est pas un truc de 1666. Donc, Stern, là, Edward Stern, qu'est-ce qu'il faisait dans ses partouzes? C'est du sabbataïsme, c'est tout. Et tous les autres, c'est pareil. Vous en voulez encore plus, selon Charles Novak. Cagliostro, c'est vraiment une personnalité dans l'histoire de la Révolution française. C'était un franquiste pur jus, et c'est lui qui a créé la franc-maçonnerie égyptienne. Vous voyez, la franc-maçonnerie égyptienne, c'est Cagliostro. Cagliostro, c'était un franquiste qui était infiltré, mais vraiment profondément dans la Révolution française. Junius Frey, qui était avec Danton sur l'échafaud, c'était le cousin de Jacob Frank. Ça va quand même loin. Elle, c'est une descendante de Jacob Frank. Et ici, elle a souffert. Mon Dieu, il crève jamais. Elle a 95 ans, elle a une gastro-entérite, elle ne meurt pas, elle. Hein. Par contre, Hugo Chavez, 60 ans, il meurt. Et ici, vous avez son infirmière en chef dans l'hôpital maçonnique de Londres, avec les symboles, donc le pentagramme et le compas et l'équerre. Donc nous avons ici, le plus simplement du monde, la reine d'Angleterre, la patronne de la City, c'est-à-dire ceux qui gèrent la planète au niveau de la finance. La planète, c'est pas Londres, c'est pas New York, c'est pas Paris, c'est la City. Et bien la City, la patronne de la City est une franquiste. Ça vous va là? C'est bon, ça suffit? Tout le Qatar, vous comprenez maintenant pourquoi les musulmans du Golfe, pourquoi c'est des partouzeurs? Ils viennent dans les casinos de Monaco, ils claquent des millions d'euros. On les a trouvés faire du trafic avec 10 tonnes de cocaïne dans un avion. Il a été condamné par contumace, l'autre le neveu ou le beau-frère du prince. L'autre, il a tué son amant dans un hôtel londonien chic. Il a tué à force de le frapper, il a tué son amant, il a été condamné. Pourquoi ces gens-là sont comme ça? C'est des sabbataïstes, ce ne sont pas des musulmans, il faut arrêter, ça n'a aucun rapport. Pourquoi ils ont laissé la Palestine occupée des siècles là? Ça fait 60 ans que ça dure, ça fait 60 ans que ça dure, et franchement, il suffirait de faire et les Israéliens dégageraient de là-bas en 30 secondes. Personne ne l'a fait. Ils les laissent. Ils laissent la Palestine occupée.
C'est un endroit sacré de l'islam. Ça veut dire qu'ils sont de mèche avec les autres. Pourquoi la Turquie fait des exercices militaires avec Israël? C'est inconcevable, ça. Exercice militaire, on partage des secrets militaires, on est alliés jusqu'à la mort, jusque dans la guerre. C'est bon, ils ont signé, c'est fini, on sait qui ils sont. Et bien maintenant vous le savez, parce que c'est des sabbataïstes. Et leur projet, c'est le salut par le péché, le salut par le mal. Il faut hâter la venue de l'Antéchrist, la venue du Mashiach, la fin du monde. C'est ça leur projet. C'est la construction du troisième temple. Des francs-maçons à Jérusalem. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc c'est là qu'on comprend pourquoi l'argent des Arabes, des pétromonarchies, sont justement comment on appelle ça, chez Goldman Sachs, chez Rothschild. Pourquoi Dubaï, quand ils ont coulé la Nakhil, la holding Nakhil, quand ils ont coulé 70 milliards de dollars, ils ont appelé qui pour les sauver? Rothschild. Délirant. Et ici, vous avez les femmes qui s'occupent du business. Je l'ai posté sur Internet. C'est un article du soir d'un journaliste, d'un prof à la fac, d'un prof algérien, sur l'argent des Arabes. Ben, pourquoi il est là-bas? Comment se fait-il que les mecs, ils investissent au Paris Saint-Germain des milliards, qui payent des tocards de joueurs de football avec les cacahuètes dans le cerveau, 15 millions d'euros par an? Qu'est-ce que c'est ces histoires? C'est interdit par la religion, ça? Mais c'est pas interdit, c'est gravissime, c'est un grand péché. Après, le mec, il arrive avec sa tenue islamique, il fait le musulman. Pas du tout. Ce qui caractérise d'ailleurs les sabbataïstes et les franquistes, c'est leur extrême rigueur religieuse de vaudou. Et après, derrière, ils font les pires saloperies. Vous avez un autre exemple de l'idéologie sabbataïste. C'est, par exemple, c'est encore un autre article du soir, concernant Tzipi Livni, ou la diplomatie en nuisette. Tzipi Livni, c'était une prostituée des services secrets qui couchait avec les dirigeants arabes. Ça, c'est une pratique sabbataïste, c'est-à-dire tout est acceptable tant qu'on a notre intérêt. Ça, non, une société civilisée, surtout religieuse, elle ne peut pas prostituer ses femmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou à la rigueur, utiliser une vraie prostituée. Ce qui est déjà illégal, ça veut dire que vous êtes une poubelle. Si vous avez des prostituées dans votre société, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est pas grave. Mais là, ils ont utilisé Tzipi Livni, qui après devient quasiment président de la République. Ils n'ont aucune limite. Ils sont capables de mettre une prostituée président de la République. Ça ne les dérange pas. Ça, il faut le savoir quand même. C'est une idéologie. Et là, vous avez une très très jolie tête, j'ai bientôt fini. C'est Il Divo, le film Il Divo, il faut le voir, de Sorrentino. Là, vous avez Andreotti. Giulio Andreotti, c'est le patron de la démocratie chrétienne pendant un long moment, et c'est le grand boss de Licio Gelli, le patron de la loge P2, Propaganda Doué. C'est le scandale du Vatican, c'est le boss, lui, hein. Là, c'est vraiment, là, on est en haut. Hein. Et il dit clairement dans le film, il faut le voir pour le croire, ça, c'est l'affaire Manipoulite d'impropre de la justice, c'est le Stay Behind, c'est l'affaire Gladio avec les attentats de Bologne. Enfin, c'est hyper compliqué. L'Italie, c'est une catastrophe. Hein, depuis Giuseppe Mazzini et la mafia qui a été créée par les francs-maçons. Justement, c'est le bras armé de la franc-maçonnerie, puisque la mafia n'est qu'une société secrète militaire. Et la maçonnerie, c'est la politique, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit très simplement sur son trône, c'est magnifique, hein. Je l'ai mise d'ailleurs sur Internet dernièrement, c'est une de mes dernières vidéos. Celui qui connaît Dieu, qui aime Dieu, eh bien, il doit faire le mal pour le bien. Il doit faire le mal pour le bien. C'est clair, net et précis. C'est une idée sabbataïste pure, qui est partagée par d'autres sectes, même musulmanes, hein. Un peu partout. J'en ai terminé. Je vous rappelle que Joel Corbeau est parmi nous et qu'il a à sa disposition son excellent ouvrage auquel j'ai participé très modestement, donc Shoah Hebdo, donc, que je salue. Et ben, j'espère que j'ai été utile aujourd'hui. Et on va attaquer, si vous pouvez juste me ramener une bouteille d'eau s'il vous plaît, et on va attaquer les dédicaces si vous le voulez bien. Non, des questions, si vous avez des questions. Je vous ai assommé ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il se lève, il parle. Si vous avez des questions, allez-y. Welcome to heaven.